Je vais commencer par mon petit frère Mathias. Dans ces années-là, on est dans les années 90, on n'a pas la même vie. Lui, il est dans le monde du spectacle, dans le cirque. Il fume pas mal de pétards, des clopes, il boit de la bière. Et nos deux chemins sont un petit peu différents. Moi, en 91, je pars aux États-Unis dans le parc du Yosemite. Un parc où il y a plein d'animaux sauvages et une grande paroi de rochers. Elle s'appelle El Capitan. C'est 1000 mètres, droit. Avec une escalade un petit peu particulière à l'américaine. Il faut mettre les mains et les pieds dans les fissures. Et avec mon compagnon de cordée, Ben, il est un petit peu plus jeune que moi, mais c'est un super beau gosse. Des abdos tablettes de chocolat, et il grimpe très bien. Ça fait plusieurs années qu'on grimpe ensemble, on se connaît bien. Et là, on veut réaliser cette paroi. Si on pouvait la faire un peu plus vite que les Américains, ils mettent 5 jours à peu près, eux. Nous, on grimpe à la française. Rapide, mais pas beaucoup équipé. D'ailleurs, on a du matériel, mais on n'en a peut-être pas tout à fait assez parce que ça coûte cher et on n'a pas tout à fait ce qu'il faut. Notamment des friends pour se protéger dans les fissures. C'est peut-être là la première fois qu'elle s'est approchée, qu'elle m'a frôlé, qu'elle m'a repéré. Ce matin, on se lève très tôt et on part faire cette paroi, cette voie. Il y a 32 longueurs de corde. Les premières longueurs se passent bien, c'est assez facile. Mais finalement, assez rapidement, c'est plus compliqué que ce qu'on pensait. Les fissures sont trop larges ou trop fines. On n'arrive pas à mettre les mains. Et puis, le soir arrive déjà. Le soleil se couche. On n'a pas beaucoup avancé. On fait 300 mètres. Il en reste 700. Bon, on va dormir là, sur une petite vire. Large comme ça, côte à côte, attachée, les jambes dans le vide. Comme ça. On passe la nuit. Le lendemain, un peu courbaturé, on repart. On va pas s'arrêter là. C'est toujours un peu compliqué. Et les fissures, toujours un peu trop larges. Et puis là, on n'a pas assez de matériel pour se protéger. Des fois, on fait des longueurs de corde entières, sans rien mettre. Faudrait pas tomber. On progresse comme ça. Et puis, le soleil se couche. Déjà le deuxième jour. On a progressé, mais on n'est pas encore en haut. Puis ça commence à être un peu tendu entre nous. Dire que ça fait déjà une demi-journée qu'on n'a plus d'eau. On est en plein soleil toute la journée. Je me souviens d'un moment où il ne nous restait plus qu'une pomme à manger pour tous les deux. On l'a coupée en deux. Et on a mangé chacun notre moitié de pomme. Et Ben, quand il a eu fini, il a acheté le trognon. Moi je lui ai fait, mais t'es dingue! Le trognon, je l'aurais mangé, moi. Puis j'arrivais plus à ouvrir les mains. J'étais déshydraté. On dort, de nouveau comme ça, sur une petite vire. Deuxième jour. Le lendemain, encore plus courbaturé, nous voilà repartis. Heureusement, dans les dernières longueurs de corde, on a rejoint une cordée d'Américains. Et là, il leur restait un peu d'eau dans le bidon. Ils nous ont donné quelques gorgées. Ça nous a fait du bien. Et puis on a fini sans encombre. La deuxième fois, où elle s'est approchée, où elle m'a frôlé, où elle m'a suivi, c'est complètement différemment. À cette époque-là, je suis sur un Montpellier, un petit village au nord de Montpellier. Dans ces années-là, je roule en moto, en 600 ZZR. C'est une moto incroyable. Elle a la zone rouge à 14 500 tours. Bien sûr, dans les années 90, je roule souvent très vite. 160, voire 180. La route pour rentrer chez moi, je la connais bien. C'est une grande ligne droite, une courbe à droite et encore une grande ligne droite.
Ce soir-là, je rentre, la poignée dans le coin. J'ai déjà incliné ma moto quand j'arrive dans la courbe. Et là, à ce moment-là, sur la file d'en face, un tractopelle. Et au même moment, sur ma file, une voiture qui double le tractopelle. Je peux rien faire. Je roule trop vite. Je suis déjà incliné. Tout ralentit, mais tout va très vite en même temps. Je redresse un petit peu ma moto. Il y a de la place entre le tractopelle et la voiture. Mon souffle s'arrête. Le temps semble s'arrêter aussi. Je passe entre les deux. J'ai très peur. Il s'en est fallu d'un cheveu. Je tremble. Je rentre à 20 à l'heure. La troisième fois qu'elle s'est approchée, qu'elle m'a frôlé, qu'elle s'est impatientée, c'est toujours avec mon copain Ben. On veut aller libérer une voie dans l'envers des aiguilles à Chamonix, si vous connaissez. La diagonale des fous, ça s'appelle. Alors, ce matin-là, on part en montagne. On se lève très tôt, comme d'habitude. Il fait encore nuit. Les premières de longueur de corde, on les fait dans un couloir. C'est moitié glace, moitié rocher. Le jour commence à se lever. Le soleil commence à chauffer la paroi. Ben est en tête, et moi je suis au relais en train de l'assurer. D'un seul coup, il y a des rochers qui se décrochent. Les rochers arrivent droit sur nous. Je me plaque à la falaise. Les rochers explosent tout autour de nous et ne nous touchent pas. Pas une égratignure. Ni pour Ben, ni pour moi. Je crois que depuis, on n'a plus fait ou refait de voies engagées dans l'envers des aiguilles à Chamonix. L'année d'après, elle s'est approchée, elle m'a frôlé, elle s'est impatientée. Avec Mathias, on faisait de la chute libre à Avignon, sur le terrain de Peugeot. On avait déjà pas mal de sauts. Et puis, plutôt que d'emprunter les combinaisons du centre, qui étaient plutôt couleur fluo des années 80, on avait acheté 2 combinaisons blanches, des bleus de travail blancs de peintre. On était tout fiers dedans, on était habillés tous les deux pareil, c'était super. Et ce jour-là, tout fiers, on passe le portail de sécurité. Comme d'habitude, on nous vérifie l'altimètre, les sangles, si toute la sécurité est OK. Et on nous donne le feu vert pour embarquer dans l'avion. L'avion part, décolle. Un quart d'heure après, l'avion est à 4000 mètres. Le pilote annonce on est sur axe. On ouvre la porte. Chacun saute à son tour. On fait 2 superbes vols. C'est génial. On s'amuse comme des petits fous en l'air. Je regarde mon altimètre. L'aiguille rentre dans le orange. Ça va être le moment d'ouvrir. Quand on fait de la chute libre, on a un extracteur qui est juste derrière la fesse ici. Une espèce de petite boule en cuir qu'on doit tirer et extraire. C'est le moment d'ouvrir. Je fais la manip. Je vais chercher mon extracteur. Je remonte la main. Je passe. Je ne trouve pas mon extracteur. Les instructeurs m'ont formé pour ça. Ils me disent si tu ne le trouves pas, c'est pas grave. Tu refais la manip, tu pars de plus bas, tu remontes doucement, tu vas la trouver. À ce moment-là, je regarde le sol. On tombe à 182 km/h. Je le vois arriver, je me souviens, ça gonflait à une vitesse folle. Je sais qu'il faut rester calme. Je refais la manip. Je mets la main sur la cuisse, je remonte, je repasse, et je ne la trouve pas. Reste calme.
Refais-le, tu vas la trouver cette poignée. Je refais la manip, je remonte, et je la trouve. Je la prends, je tire. Le parachute s'est ouvert très rapidement. Tout s'est bien passé. En fait, la combinaison était trop grande. Il y avait un pli du vêtement qui avait recouvert mon extracteur. On a pu ressauter avec nos combinaisons. Je m'en souviens, je m'en suis servi pour bricoler à la fin. Ouf! Sacré moment. Et puis là, récemment, elle s'est de nouveau rapprochée. Elle m'a frôlé. Et elle m'a parlé. C'était au sommet du Cougouillon. Le Cougouillon, c'est un petit sommet à côté de Beauvesey, si vous connaissez. L'année dernière, je fais beaucoup d'entraînement en trail. Je suis en pleine forme. J'aime bien ça. Mais ce jour-là, c'est un de mes derniers entraînements. Faut que je fasse plein de dénivelé. 3000. Et ça tombe bien, bah, du pied du Cougouillon jusqu'en haut, il y a 1000. Allez, c'est parti, je vais le faire 3 fois. Ce matin-là, il fait grand beau. Je pars avec pas grand-chose, je suis en short, un t-shirt et un petit coupe-vent. De l'eau et quelques barres de céréales. Me voilà parti pour le Cougouillon. Je le monte une fois, je redescends. Je remonte une deuxième fois. Je commence à être un peu plus fatigué. 2000, ça tire déjà pour moi. Et puis le temps change. C'est plus le beau temps du matin. Ça fait déjà 2-3 heures que je cours. Je suis dans la 3e ascension. Déjà 2500 mètres que je monte. Là, le temps, il est franchement devenu mauvais. Les nuages sont sombres. Il y a des filaments qui descendent. Et puis, moi, j'ai faim. J'ai pas pris assez à manger. Je commence à être en hypo. Et puis, j'ai froid. J'avais mis mon coupe-vent pourtant, mais en short et t-shirt, c'est pas assez. Je titube presque. Je suis sur les crêtes en haut. Quelque chose ne va pas. Il y a quelque chose qui me parle, qui me dit « Fais attention là, ce serait pas le moment de tomber. T'es loin, il fait froid, t'es faible. » Et on est à la veille du 25 octobre 2019. Je rentre, et la nuit d'après, j'ai pas dormi. Très mal. Le lendemain matin, je me lève, je pars travailler sur Alos. Mais quelque chose ne tourne pas rond. Je vais arrêter là ma journée. Faut que je rentre. Je vais passer à la maison. Je vais prendre quelques photos, quelques souvenirs. Mais il faut que j'aille le voir. Ça fait un moment qu'il est faible et malade. Je vais aller voir mon petit frère. C'est à Clumant, juste derrière, dans la vallée. Quand j'arrive, il est dehors, dans la chaise longue au soleil, avec Sana, sa compagne. On a passé une après-midi incroyable. On a repensé à tous ces moments où on était en haut, en l'air, jusqu'à 10h du soir. La famille qu'il a construite, puis tous ces moments qu'on a vécus. Mais on est en hiver. Le soleil se couche tôt. Il fait déjà froid. Donc Sana et moi, on l'aide à rentrer, à se mettre au chaud. Finalement, je le prends dans mes bras pour l'installer dans le canapé. Et là, elle est arrivée. En un instant, elle l'a attrapé et elle l'a emmené. Je repense à tous ces moments où elle m'a frôlé, où elle m'a suivi, parfois bienveillante, parfois capricieuse. Mais ce jour-là, je crois bien qu'elle m'a trompé.